En avril 2000, 2 unités des forces spéciales françaises, après des mois de traque, vont arrêter en plein cœur de la République serbe de Bosnie, Momčilo Krajišnik. Momčilo Krajišnik était recherché par le tribunal pénal international de La Haye pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Pendant 4 ans, à seulement quelques centaines de kilomètres de nos frontières, un pays s'est déchiré. L'ex-Yougoslavie a été le reflet de l'intolérance entre les communautés, qui avaient pourtant réussi à vivre ensemble durant plusieurs décennies. Les Balkans ont pendant des siècles été l'objet de la convoitise des grands empires, et leur histoire est celle de ces peuples qui rêvent de reconquérir leurs frontières historiques. En 1945, Tito proclame la République fédérative de Yougoslavie. En 1992 son indépendance, une volonté rejetée violemment par le leader serbe du pays, Radovan Karadzic. Si l'indépendance est proclamée, alors je vous le dis, ce sera le début d'un processus incontrôlable en Bosnie-Herzégovine. Le début d'une terrible guerre ethnique et religieuse. 2 mois plus tard, refusant de reconnaître l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine, Karadzic entame un conflit armé pour reconquérir l'ensemble du territoire au nom de la Grande Serbie. Karadzic et son bras armé, Vladic, parviennent très vite à occuper les 2 tiers du pays en pratiquant une épuration ethnique systématique contre la population bosniaque musulmane. Mais la capitale Sarajevo résiste. Ce qu'on veut, c'est préserver la paix en contrôlant tous les alentours de Sarajevo. Mais on peut prendre la ville quand on veut. Commence alors un long siège de 3 ans, durant lequel la population va vivre sous les bombardements et les tirs de snipers. Finalement, toutes les règles de vie commune qu'on avait construites avec le temps, après la Seconde Guerre mondiale, ont fondu en quelques mois. Et on a vu des choses inimaginables. Et donc c'était d'autant plus surprenant, vivant à quelques centaines de kilomètres de l'endroit où ça se passait. Pour tenter de contribuer au rétablissement de la paix, l'ONU met en place dès avril 1992 une force de protection internationale, dont la France fait partie. Cette mission de maintien de la paix en ex-Yougoslavie coûtera alors la vie de 116 casques bleus français et en blessera 500 autres. En 1995, le général Mladic s'empare de Srebrenica, une enclave musulmane où sont réfugiés des milliers de personnes ayant fui les combats. Le bilan du massacre s'élève à 8000 morts, le plus grand génocide qu'a connu l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. En représailles, l'OTAN entame une campagne de bombardement violent, convainquant Karadzic de l'impossibilité de remporter la victoire. Les accords de Dayton, signés à Paris le 14 décembre 1995 par les dirigeants bosniaques, croates et serbes, mettent fin au conflit. Le temps est à la réconciliation. Alors pour ce faire, la communauté internationale crée le tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie, dont la mission est de juger les criminels de guerre. Cette terrible guerre avait éclaté au cœur de l'Europe. Et l'ensemble des nations étaient impliquées, mais pas encore assez. Il y avait la présence des Nations Unies sur le terrain, mais sans la mise en place d'une justice internationale, il ne pourrait jamais rien en sortir de bon, excepté la guerre, la tragédie, et ce qu'on appelait alors l'impunité des criminels de guerre. Et je pense que la communauté internationale
l'a bien compris. Il y a quand même plus de 100 000 morts, il y a 2 millions de déplacés, et donc il faut punir un certain nombre de gens qui sont à l'origine ou qui ont conduit ce type d'exaction. Il y a des gens qui demandent réparation, donc il faut savoir clôturer une histoire pour en construire une nouvelle. C'est qu'à ce moment-là, les criminels de guerre, c'était, politiquement parlant, un des enjeux européens pour marquer l'engagement de différents pays. Et il se trouve que la France avait une volonté très forte de dire « Ok, on est aux côtés des États-Unis et on va faire un peu mieux que les autres. Donc nous, on va aller récupérer des criminels de guerre. » Le 13e RDP, unité de force spéciale française spécialisée dans le renseignement, est envoyé dès 1997 à Palais, la capitale des Serbes de Bosnie. Ils vont y recueillir des informations sur les criminels de guerre mis en accusation par le tribunal pénal international. Le 13e régiment de dragons parachutistes, c'est un régiment de cavalerie qui est spécialisé dans la recherche du renseignement, mais du renseignement de haut niveau, c'est-à-dire du renseignement stratégique, là où sont les intérêts français les plus importants. Le 13e RDP est une unité parachutiste qui assure la recherche, le traitement et la diffusion du renseignement sur tous les théâtres d'opération. Rustiques, silencieux et invisibles, les hommes du 13 sont reconnus dans le monde entier pour leur savoir-faire. On est très soudés. C'est une particularité du régiment, c'est qu'on passe tous par le même cursus de formation qui soude vraiment les personnes. Quand vous engagez votre vie, celle des hommes qui vous accompagnent, ça nécessite un respect, une fraternité d'armes. On a besoin d'avoir confiance les uns avec les autres. S'il n'y a pas ça, le travail n'est pas possible. Mois après mois, les équipes du 13e RDP se relaient à Palais pour glaner du renseignement sur Radovan Karadzic, l'ancien président des Serbes de Bosnie accusé de génocide et de crimes contre l'humanité et l'une des cibles prioritaires du TPI. C'était plutôt un travail de police. C'est-à-dire que les premiers moments, les premières missions, quand ça a commencé en 97, les gens des équipes sont arrivés en ayant des photos de journaux, des images vidéo, et ils devaient trouver qui était qui faisait quoi, etc. Le renseignement, c'est un travail de longue haleine, de patience. Si vous voulez, je peux vous imaginer ça, c'est que le tireur d'élite, quand le gars apparaît à la fenêtre, il n'a qu'une cartouche pour le toucher. Ben nous, on a un appareil photo, il faut qu'on le photographie. Quand il passe une seconde à la fenêtre, il faut qu'on l'ait, de façon à pouvoir ramener au commandement. Oui, c'est bien lui, il est bien là. Donc des heures et des heures d'attente pour avoir la bonne photo au moment X. On a une façon de travailler, une façon d'archiver. Et ce n'est pas le travail d'un seul homme. C'est le travail de toute une unité complète qui, avec un même esprit, va chercher le renseignement dans le but que la mission soit remplie. Il y a eu tout un travail entre 1997 et 2000 qui nous a amené donc au réseau, c'est-à-dire à peu près une 50aine de personnes, avec un certain nombre de véhicules, un certain nombre d'habitations qui étaient focalisées sur la zone de Palais. Située à seulement quelques kilomètres de Sarajevo, la ville de Palais est le fief des Serbes de Bosnie. C'est ici que résidait Karadzic, ainsi que son entourage. La zone de Palais, la zone en dehors de la ville de Sarajevo, il faut un peu s'imaginer un village français des années 20. C'est assez rustique, dans le bon sens du terme. Vous avez les bottes de foin avec les piquets, les fermiers, quelques animaux. C'est un peu ce qu'on retrouve dans nos vieilles campagnes, mais vraiment les années avant-guerre. Une petite ville avec autour beaucoup d'agriculteurs. Mais une ville qui a pris une importance puisque c'est devenu la capitale des Serbes de Bosnie. C'était une ville, le gouvernement des Serbes de Bosnie résidait. Toute la ville était acquise à M. Karadzic, qui était sur place un dieu local. La population l'adorait. En 1999, Gérard, Arnold et tout le commando se rendent à Palais pour trouver Radovan Karadzic. S'ils veulent Karadzic, nous prendrons les fusils. Alors, c'est secrètement que les hommes du 13e RDP vont chercher Karadzic dans cette ville acquise à sa cause. On avait une méthode de travail que nous on appelle dans le jargon du renseignement, un recueil du renseignement de type ouvert. On agitait la main, c'est-à-dire on leur montrait quelque chose, donc justement en leur mettant des éléments qui étaient visibles, comme ça avait été le cas depuis 1997,
donc avec des uniformes français, les voitures françaises. On faisait un travail de circulateur, on faisait un travail d'infanterie avec des patrouilles, tout ça pour noyer la recherche. C'est-à-dire qu'on habituait la population à nous voir en permanence dans la ville. Les commandos se font passer pour des soldats français de l'ASFOR, une force internationale présente sur le territoire depuis la fin de la guerre pour maintenir la paix. On était les gentils Français. On s'attachait à ce que la population nous voit d'un bon œil. Les Serbes ont toujours eu, par tradition, aimé les Français. Pour preuve, des anciens gardes du corps de Karadzic, ils nous invitaient à boire un coup. Ils aiment bien la Slibovic. Le Slibovic, un alcool local. Il fallait faire attention de ne pas tomber dans les pièges. Eux, ils boivent ce que nous on appelle la gnôle. Ils boivent ça dans des grands verres de 25 centilitres, ça leur fait pas peur. Nous, on n'a pas l'habitude, et donc il fallait faire attention. Et en fait, les équipes commençaient à se retrouver là-bas comme étant chez elles, comme des gendarmes dans un village. Les Serbes avaient commencé très sérieusement à s'habituer à la présence française, puisqu'on n'avait arrêté personne. Ils ne nous prenaient pas au sérieux. Mais nous, ça nous convenait très bien. C'est exactement ce qu'on cherchait. Pendant que certains commandos se montrent au grand jour, d'autres se dissimulent dans les 4 coins de la ville et observent en toute discrétion. Il y avait la partie officielle du dispositif, donc la main qui s'agite, voilà. Et puis de l'autre côté, il y avait la spécialité du régiment, c'est-à-dire des équipes en couvert, donc indétectables, et qui, elles, étaient là pour obtenir des renseignements. Bien souvent, on était mis en place de nuit. Parfois, on pouvait rester plusieurs jours sur une zone, trouver des indices pour nous permettre d'arriver à déterminer les présences ou les absences de notre cible principale dans cette zone. Que fait Madame Karadzic? Est-ce qu'elle va en Serbie? Est-ce qu'elle a un départ régulièrement en Serbie? Est-ce que c'est pour aller voir son mari? La fille Karadzic, pendant ce mandat-là, elle a eu un enfant. Elle a accouché dans une clinique proche de Palais. On a mis tout un dispositif de surveillance pensant que le grand-père allait venir voir son petit-enfant, ce qu'il n'a pas fait. On récoltait tout ce qu'il était possible de récolter. On faisait beaucoup de photos. On plaçait des caméras sous les toits, sous des tuiles, où on mettait des batteries et qui filmaient H24, où le signal était déporté, puis on regardait dans une cache ou dans un coin discret les images en réception. On basculait, entre guillemets, en clandestinité. On ne devait pas être repéré quand on était au contact. Et une découverte aurait été catastrophique. Nous aurions pu être considérés comme des espions. Donc à ce titre, on aurait pu nous éliminer. En février 2000, le tribunal pénal international inscrit Momčilo Krajisnik, le bras droit de Karadzic, sur la liste secrète des criminels de guerre. Ça veut dire qu'on a ordre de l'arrêter si on le voit. Ça va devenir une deuxième mission qui va se rajouter à la principale. Momčilo Krajisnik était un personnage central durant la guerre de Bosnie. Cofondateur du Parti démocrate serbe avec Karadzic, il a ensuite été président de l'Assemblée nationale. Donc on le connaissait tous, parce que c'était une personne importante. Pendant toute la première phase de notre séjour de 4 mois, et même avant, on voyait M. Krajisnik quasiment tous les jours à Palais. Et il allait régulièrement à ce qu'on appelait la présidence, qui était l'ancien bâtiment justement de la présidence des Serbes de Bosnie. Comme il faisait partie de l'environnement de Karadzic, on savait déjà beaucoup de choses. On savait où sa famille logeait. On savait qu'il était régulièrement à la présidence. La mission précédente, moi je l'avais vu... Pendant 4 mois, je l'ai vu tous les jours à la présidence, à moins de 15 mètres de ma position. En France, le commando Hubert se prépare, car cette unité des forces spéciales de la Marine nationale est désignée pour arrêter Momčilo Krajisnik. Le 13e RDP, qui faisait du repérage en Bosnie, suivait un certain nombre de cibles potentielles. Et quand l'une émergeait, quand l'une était prête à être capturée, je dirais, on rentrait en action à ce moment-là. Spécialiste en contre-terrorisme maritime, le commando Hubert conduit des opérations spéciales sur tous les théâtres de guerre où la France est impliquée.
Cette unité d'élite de commando marine peut être projetée en moins de 24 heures, partout dans le monde. Ces unités particulières, ces unités commando, ces unités spéciales aujourd'hui, comme on les appelle, elles ont une spécificité, ou en tout cas un ADN qui leur est propre. Il faut absolument savoir remplir la mission en respectant l'esprit de la mission. Ça, c'est très important pour les gens du commando Hubert. L'esprit de la mission, c'est quelque chose qui est fondamental. On est soudés comme dans la plupart des unités où on vit des moments forts ensemble. On passe par des étapes difficiles, physiquement, moralement. On apprend toujours à se dépasser depuis qu'on est tout petit dans ce milieu. Donc forcément, ça crée des liens très importants. Ça devient vite une band of brothers ou de compagnons d'armes. Parce que naturellement, c'est des opérateurs commando marine qui vont passer, non pas 1 an ou 2 ans, mais qui vont passer 3, 4, 5, 6 ans, qui vont peut-être sortir à un moment, qui vont y revenir. C'est un peu plus qu'un groupe d'amis. Les amis, on est un peu plus qu'un groupe d'amis, ouais. On est plutôt dans la sanguinité, sur quelque chose de familial, plutôt que simplement des amis. Le commandant, appelé aussi le Pacha, et les chefs de groupe du commando Hubert se rendent au commandement des opérations spéciales à Paris pour planifier l'opération de capture de Momcilo Krajisnik. L'homme ignore peut-être encore qu'il est recherché par le TPI. Ça veut dire qu'il faut être capable d'aller le chercher à l'endroit où il est, il faut le localiser. Là, il faut monter une opération, le prendre, sans déclencher une nouvelle guerre. Donc il faut peu d'effets collatéraux autour, et en même temps, il faut le ramener vivant. Krajisnik se plaignait régulièrement de la présence de patrouilles militaires à Palais. Le général commandant les troupes françaises en Bosnie venait même de recevoir une lettre lui demandant de cesser toute activité dans sa ville. J'ai émis au Pacha l'idée, j'ai dit on n'a qu'à proposer de répondre au courrier, le REP France lui donne un rendez-vous, puis on l'attrape tout simplement. On s'est dit, il faut le faire venir à Sarajevo, il faut le sortir de Palais, parce que là, il est dans un environnement qui lui est trop favorable. On n'arrivera pas à faire une opération en souplesse dans ces zones-là. Donc il va falloir plutôt l'amener ailleurs, le sortir. Ce sera plus facile de le gérer tout seul, avec quelques gardes du corps, dans un environnement qui ne lui est pas acquis, pour agir en souplesse. À partir du moment où il avait écrit au général au REP France, il était en capacité de recevoir une réponse. Le REP France, le général, le chef des troupes françaises, pouvait lui écrire, lui répondre, et lui formuler une invitation comme ça se faisait normalement. Puisque comme ça avait été un homme politique qui avait pignon sur rue, il n'y avait aucun problème à ce que une autorité française rencontre une autorité de la République serbe. Les commandos choisissent un restaurant comme lieu de rendez-vous pour piéger Krajisnik. L'entrevue devait se passer dans un lieu qui s'appelle la ferme de Kula, en territoire serbe. C'est-à-dire que Krajisnik pouvait très bien se rendre là-bas, puisqu'il était encore en territoire protégé. Et tout près également de l'aéroport, lieu où nous devions livrer, je dirais, M. Krajisnik aux équipes du tribunal pénal international. Durant ce dîner, nous avions prévu que le général se lève, aille aux toilettes, naturellement. Et puis de tenter une arrestation aussi douce que possible, avec un certain nombre de convives qui en fait étaient des personnes du commando Hubert. On a tout de suite été projetés pour voir la faisabilité de l'opération sur le restaurant. On a envoyé une première mission de reconnaissance à Sarajevo, dont je faisais partie, avec un membre du commando Hubert, Mich, qui avait une très, très bonne connaissance du théâtre, parce que lui-même avait déjà fait de nombreuses missions, cette fois dans la durée. On a sauté dans un TBM 700, qui était un petit avion à hélice, qui est très rapide. On a attendu la nuit, bien sûr, parce qu'en fait, il ne fallait pas que les Français et les troupes, les gens sur zone, sachent que nous allions faire du rance. Et donc, on s'est posé à Mostar. L'avion, il est allé tourner en bout de piste, il a ouvert la rampe, on a sauté dans le fossé. On est resté dans l'herbe. L'avion est allé se garer naturellement. Les autorités sont venues contrôler l'avion. Nous, on a été récupérés, on a rampé un peu plus loin, on a été récupérés par un véhicule et on est monté à Sarajevo comme ça, caché. Donc on est rentré en fraude dans le pays. On a bien évidemment fait des reconnaissances exactes, minutieuses du restaurant, essayer de mesurer la taille des pièces, essayer de savoir par où on pouvait rentrer dans le restaurant, par où on pouvait sortir, comment on pouvait s'échapper à la place de M. Krajisnik ou l'un de ses gardes du corps, savoir quels étaient les axes d'accès. J'avais une caméra bouton et on est allé filmer, manger au restaurant et filmer toutes les salles.
Et j'ai pris les mesures en marchant, j'ai fait le gars qui était intéressé par les pauvres toiles peintes sur le bar et le restaurant. Et j'ai fait tout le tour du restaurant en notant le nombre de pas, les dimensions. Mitch et Pedro envoient de Bosnie les plans et les vidéos du restaurant à leurs équipiers du commando Hubert. À Toulon, sur leur base, ils vont soigneusement, grâce à ces informations, préparer la capture. On a reconstitué le restaurant complètement, on a reconstitué la rue complètement, on a fait une maquette à l'échelle 1 de ce qu'on allait trouver sur zone. Ouais. On a pris des planches, on a reconstitué les murs, on a créé des portes, on a essayé de respecter les distances, des pièces, des couloirs, des tables. Donc ça aussi, c'est une partie de l'entraînement qui était très enrichissante parce que c'est passionnant. On doit recréer sur place, chez nous, là, à Hubert, le restaurant, avec la configuration intérieure, la configuration extérieure. Enfin, c'était très sympa cette partie-là. Durant 3 jours, les commandos ne vont avoir de cesse que de répéter les gestes qui vont être les leurs pendant l'opération. Et on a répété nos gammes, on a fait nos exercices, on a fait notre solfège dans notre unité, et on a répété ces gestes techniques pour que dans l'exécution, le geste soit parfait. On sait déjà, quand on arrive, on est déjà allé, en fait. Alors que le commando Hubert est prêt, l'opération tombe à l'eau. En Bosnie, le REP France a reçu une réponse négative de Momcilo Krajisnik à son invitation. Et c'est à ce moment-là qu'est arrivé un coup de théâtre, si je puis dire. L'opération n'a pas pu se faire, tout simplement parce que le courrier du général a été envoyé. Kra a répondu au général en disant qu'il n'avait pas le temps de venir parce qu'il était en déplacement en Serbie. On n'est pas déçus. Pas parce que le mode opératoire change qu'on est déçus. On est un peu comme des artisans. Hein. On a les ingrédients pour faire un gâteau et si le gâteau qu'on a présenté ne nous plaît pas, on a encore les ingrédients pour en faire un autre. Et si celui-là plaît, en avant. On y a gagné de la cohésion d'unité, on y a gagné de la réflexion professionnelle, on y a gagné le fait de travailler ensemble, le fait de se poser les bonnes questions, le fait de driller un geste que l'on veut le plus parfait possible. On a gagné tout ça. À Palais, alors que le 13e RDP poursuit la surveillance, Gérard fait une découverte inattendue permettant de relancer l'opération. Gérard, à l'époque, sur le terrain, nous envoyait un message radio nous disant qu'il avait vu des voitures passer sur un axe, et notamment qui se dirigeaient vers la maison de Krajisnik. À ce moment-là, je sais déjà où il va. La maison de sa famille, de ses parents, est un peu plus bas dans cette piste, à environ 500 mètres. Et là, je rends compte à Arnold, par la radio, que Monsieur Momcilo Krajisnik est de retour dans la zone. Tout va s'enchaîner très vite, parce qu'il faut faire vite. La première mission, c'est de le fixer. Alors, se fixer, c'est-à-dire être sûr qu'il reste dans cette maison, qu'il ne part pas. Ensuite, est-ce que c'est bien lui? Parce que là, on n'avait qu'un indice, une voiture qui va à la maison de Krajisnik. Donc on commence à observer la maison, à partir de points d'observation qu'on a ailleurs. Mais la maison est orientée de telle façon que pour avoir une vue à l'intérieur, par les ouvertures, les fenêtres qu'il y a dans la maison, à distance, les rideaux sont tirés, on ne voit rien. Donc il faut s'approcher. Le problème, c'est que cette habitation, elle était dans une ruelle unique, extrêmement étroite, et dans laquelle, en fait, on n'allait pas extrêmement souvent. Pour ne pas se faire repérer, Arnold décide de faire un unique passage en voiture devant la maison de Kra. Lui et ses équipiers savent qu'ils n'ont qu'une seule chance pour l'observer d'aussi près et trouver l'endroit idéal pour mettre en place une planque permanente. Et je leur ai dit, vous regardez bien partout. L'objectif, c'est d'obtenir du renseignement sur cette maison, d'être capable de voir par les ouvertures, de savoir s'il y a des gens qui sortent, pour éventuellement identifier
et confirmer la présence de Kra, donc de Momcilo, dans la maison. Le soir, Arnold est rentré avec mes camarades. Il est venu me voir, m'a dit, écoute Gérard, d'après eux, ils pensent que c'est pas possible. La zone est trop urbaine. Et lui me répond tout de suite, bon bah écoutez, vous me laissez en haut, de nuit, et puis je vais m'infiltrer, et puis je vais voir si je peux trouver quelque chose. Ce soir-là, Patrick me met en place. Nous allons sauter du véhicule en roulant, de manière à nous infiltrer au plus près de la maison pour vérifier la présence ou pas de M. Momcilo Krajisnik. Gérard suit son intuition et s'approche avec son binôme Gabi, discrètement vers la maison. Il veut savoir si Kra est là. Dès le premier soir, Gérard s'était focalisé sur une petite fenêtre qui lui semblait être la fenêtre de la salle de bain. Donc de façon très pertinente, il s'est dit normalement même les Serbes ruraux, paysans, etc., ils vont quand même se laver peut-être une fois par jour avant de se coucher, ou au moins se raser le matin, ou voilà. En principe, on va à la salle de bain avant de se coucher, c'est tout simplement du bon sens. Mais il faut y penser. Et là, je vais me positionner à environ 80 mètres de la fenêtre de la salle de bain, dans un champ. Je vais déployer un trépied photo sur lequel je vais installer une mini-caméra au bout duquel je vais mettre un objectif de 500 mm dans l'espoir que la lumière s'allume et que notre cible apparaisse à la salle de bain. Donc on va rester un peu en attente, il fait froid. Et l'inespéré se passe. La lumière s'allume. À ce moment-là, j'appuie sur le bouton REC. Tout est cadré. La cible va passer 13 fois devant la caméra. Et la particularité de cette petite vidéo, c'est que la cible, on ne verra uniquement que les sommets du visage. Donc on voit le sommet du visage, notamment les sourcils. Le gros trait, la grosse caractéristique de Momcilo Krajisnik, c'est qu'il avait deux gros sourcils très épais, gris-noir. Sur l'instant, j'ai dit, c'est du lourd, c'est inespéré. Donc on le récupère le lendemain matin, on débriefe, et donc on voit des cheveux un peu blancs, un front et des sourcils. Et Gérard regarde bien les images et il dit, c'est Momcilo Krajisnik. À Toulon, les hommes du commando Hubert apprennent que Gérard a repéré Krajisnik. Et là, c'était un peu le branle-bas de combat, parce qu'on savait que M. Krajisnik ne restait jamais au même endroit. Donc si on voulait le capturer dans cette maison, ce qui était une très belle opportunité, il fallait s'adapter immédiatement. Bon, qu'est-ce qu'on met en place? Comment on fait? Quelles sont nos compétences? Quels sont nos savoir-faire? Et comment on va y aller pour assurer la réussite de la mission? Ce qui était compliqué dans cette opération, c'était l'environnement. Palais, c'était une zone de radicaux. La ville de Palais donc, était une petite ville très encaissée, dans de la montagne partout. Pour moi, c'était le symbole d'un endroit très reculé, très bien protégé, très bien surveillé. Et donc, je m'y sentais presque mal à l'aise à chaque fois que j'y rentrais. La défiance est partout, les armes sont ventilées partout dans toutes les maisons. Les caches d'armes doivent pulluler partout. Les services de renseignement ou de surveillance ou de police tournent à plein régime. On sait très bien qu'il n'est pas tout seul, on sait très bien qu'il n'a que des amis. Enfin, c'est le petit village d'irréductible avec que des copains là-bas, quoi. Donc, bon. Durant 10 jours, Gérard et ses coéquipiers vont rester en planque pour faire parvenir au commando Hubert un maximum d'informations. Des éléments essentiels pour préparer l'opération. Quand on rentre dans une maison pour capturer quelqu'un, on a besoin de beaucoup de détails. On a besoin de savoir quelles sont les issues. On a besoin de savoir par où on peut s'approcher de la porte. On a besoin de savoir si la porte s'ouvre
vers l'extérieur ou l'intérieur. Parce que tout ça va dimensionner notre façon de procéder, savoir si on va mettre de l'explosif, plus ou moins, savoir si on va pouvoir approcher près discrètement, ou s'il va falloir qu'on lance un assaut de loin, des choses comme ça. Et là, le 13 fait un travail remarquable, en jouant sur les jeux des lumières dans les pièces. Ils arrivent à nous redessiner la maison. Ça fait depuis des années qu'ils sont sur le site, qu'ils font des actions de renseignement ouverts et couverts. Donc on prend en compte toutes les informations et le savoir et l'expérience des gens du 13e RDP. Mais avant de lancer l'opération, Lolo et un coéquipier du commando Hubert partent à Palais rejoindre Gérard et les hommes du 13 pour faire une dernière reconnaissance du terrain. Nous, ce qui nous intéressait, proprement dit, c'était vraiment la maison en elle-même, c'est-à-dire la porte, l'environnement, les fenêtres, le jardin, la porte du jardin. Donc on voulait absolument aller au contact. On est complètement des capteurs pour le groupe. Le plus important pour nous, c'était la porte d'entrée, l'entrée principale. Donc il fallait absolument savoir comment était constituée la porte, si elle était renforcée, si elle n'était pas, il n'y avait pas une alarme, s'il n'y avait pas un détecteur, quel qu'il soit, quoi. Donc c'est vrai que d'avoir deux copains qui reviennent en disant « Ok, bon, je suis allé jusqu'à la porte, on a fait ceci, on a fait cela, attention, l'ambiance c'est ça, il y a du chien qui aboie, il y a des lumières qui s'allument, on est à proximité de la route, enfin voilà, il y a des choses qu'on entend et qu'on décrypte beaucoup plus facilement lorsque c'est des copains qui reviennent nous expliquer tout ça. 3 jours avant l'opération, pour s'assurer que Kra ne quitte pas sa maison, Gérard va rester en planque, en face dans une grange 24 heures sur 24. J'avais repéré pendant mes 10 nuits d'infiltration, d'exfiltration, une étable qui était située immédiatement en face de la chambre de Momcilo Krajisnik. Et on s'était installé, c'était un petit bâtiment rectangulaire, hein, la zone dans laquelle le foin était confiné devait mesurer environ 6 mètres par 4, à peu près. Et la particularité, c'est que je pouvais lever une tuile de 2 cm la nuit, et dans ces 2 cm, j'avais le visuel direct sur la chambre de Momcilo Krajisnik. L'autre point particulier, c'est que l'agriculteur venait nourrir les bêtes tous les jours. Et pour ce faire, il montait où il y avait le foin, avec sa fourche, pour prendre du foin 2 fois par jour. On avait creusé une cache sous le foin, et quand il venait, on se mettait du foin par-dessus, on était dans le foin. Donc il fallait pas tousser, pas éternuer, pas respirer fort. Heureusement que nous ne sommes pas restés un mois. On n'a pas droit à l'erreur, et si c'est avoir le renseignement et être découvert, le renseignement, il ne vaut plus rien. Pour que la mission soit lancée, Gérard doit confirmer au commandement des opérations spéciales que Krajisnik est toujours là. Mais la tâche est complexe, car Kra reste barricadé dans sa chambre, rideau tiré. On va me demander de confirmer la présence de Momcilo Krajisnik. Pour la petite histoire, on l'avait baptisé John. Donc je regardais à la jumelle sa chambre. La lumière était allumée à l'intérieur de celle-ci. Je me suis fatigué à essayer de percer les rideaux, c'est une image. Et j'ai réussi à déceler les gros sourcils. J'avais aucun doute. Donc j'ai rendu compte à la radio. Je confirme la présence de John. Les 30 hommes du commando Hubert quittent Toulon pour se rendre à Sarajevo. L'opération est prévue le lendemain, car bien que Krajisnik soit surveillé par l'œil vigilant de Gérard, ils ne peuvent risquer qu'il disparaisse de nouveau dans la nature. Alors le commando Hubert n'a plus que 24 heures pour revoir avec le 13e RDP les derniers détails essentiels pour capturer Momcilo Krajisnik vivant. Après, tout va très vite. Décompose, on retrouve effectivement les lieux qui sont censés nous accueillir pour finaliser la préparation. L'ensemble des opérateurs chargés de cette appréhension de ce criminel de guerre sont répartis en petites équipes qui chacune commence à prendre ses marques et à être orientée vers une mission particulière. Le commando Hubert va se diviser en 3 groupes. Le premier bloquera tous les accès extérieurs au hameau. Le deuxième sécurisera directement les maisons avoisinantes celles de Krajisnik.
Enfin, le troisième groupe sera chargé de rentrer dans la maison et de capturer la cible. Mais comment amener 30 commandos armés et équipés sans se faire repérer en plein cœur de la ville de Palais? La principale difficulté consistait à amener ces 30 personnes responsables de l'intervention au plus près de la maison, sans éveiller l'attention des gardes de Palais. On va commencer à réfléchir dans la manière dont on va se téléporter jusqu'à la maison de ce criminel de guerre, de manière la plus discrète, de la plus invisible possible. Le gars qui a cette réputation et cette position dans son village, il n'est pas tout seul, il y a du monde autour de lui. Il y a des fixeurs, il y a des gars qui peuvent balancer de l'info, ouais, bien sûr. Ok, comment on va pouvoir faire? Parce qu'entre l'aéroport de Sarajevo et Palais, il y a une trentaine de kilomètres dans la montagne. Donc c'est-à-dire qu'il y a 1h30 de trajet au mieux. S'il y a tout d'un coup 30 P4 qui sortent, il y a l'alerte qui peut être donnée immédiatement. Imaginez se déplacer discrètement à Palais, c'est quasiment impossible. En opération, il ne faut pas faire des choses trop compliquées, il faut être hyper pragmatique, il faut aller directement à la cible. Et là, on se dit, écoutez, il y a des gens qui font du renseignement, le 13e RDP circule régulièrement dans cette zone, utilisons-les. Ça va être notre vecteur d'approche, ça va être notre cheval de Troie en fin de compte. On s'est dit on va larguer les équipiers action petit à petit comme des petits cailloux dans les fossés à droite, dans les forêts avoisinantes et de façon qu'ils se regroupent la nuit, se mettre en place pour donner l'action et de façon que ça passe de façon inconnue, invisible vis-à-vis des Serbes. Personne ne peut cacher qu'il appréhende quand même ce type de situation. Il y a toujours une petite crainte, la crainte du danger. On sait très bien que quand on va arrêter une personne, si cette personne est défendue par des professionnels en particulier, les choses peuvent mal se passer. La deuxième crainte qu'on a, c'est sa famille. Y a-t-il de la famille? Y a-t-il des enfants? Y a-t-il des gens que l'on pourrait, dans le cadre de l'action, blesser? Et enfin, il y a lui. Est-ce qu'il va se barrer quand il va entendre le bruit? Est-ce qu'il va faire le choix, lui peut-être, de mettre fin à ses jours? Est-ce que la sécurité qu'il a autour de lui a comme consigne, pour ne pas qu'il puisse être entendu à la haie, de mettre fin à ses jours également? Donc c'était des choses à prendre en compte. Et donc on nous avait expliqué qu'on arriverait dans un environnement un peu dur et compliqué. Donc on s'était préparé au pire. Le médecin du commando de Hubert nous avait même proposé à tous ceux qui allaient intervenir dans la maison de se poser préventivement des perfusions. Prêt à être transfusé en cas de problème, en cas de pépin. Là, si on avait un problème là-bas, il fallait quitter les lieux très très vite. Là. Donc on était vraiment dans une logique de combat qui risquait de faire des blessés de part et d'autre. Maintenant, les gens sont préparés, on est entraînés, on sait ce qu'on fait. Et puis, cette force qui est indéniable, c'est cet effet de groupe. Voilà, on est une famille, on est un groupe. C'est ça qui fait la valeur des gens et du commando Hubert. Tout est en place, on a la confiance de tout le monde puisqu'on nous met un verre et on nous dit OK en avant. On est avec les copains, on va simplement faire le boulot. Voilà, c'est parti, en avant dans la nuit noire yougoslave, on se dirige vers la cible. Ça y est, c'est le grand soir. Après des semaines de préparation et une première mission avortée, les commandos sont prêts pour capturer Momčilo Krajišnik. Rien que la montée dans le véhicule a été une difficulté. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais eu toutes les peines du monde à convaincre les commandos de s'entraîner à monter dans la voiture pour voir ce que ça donnait. Tout le monde était persuadé que ça allait très bien se passer. Et au moment du départ, on s'est tous dit qu'on allait mourir étouffés avant d'arriver à destination. On était les uns sur les autres, oui. C'était un peu ambiance fraternité très étroite. Ouais. Tout le monde était un peu les uns sur les autres. C'était très long aussi parce qu'il a fallu prendre plein de précautions sur l'itinéraire. C'était un Tetris un peu particulier. Sur les routes sinueuses de montagne qui les mènent à Palais, entassés à plusieurs avec tout leur équipement dans le coffre des véhicules du 13e RDP, les hommes du commando Hubert ne vivent pas un moment des plus agréables. On était tous dans le coffre, à ne pas voir la route, conduits par des gars du 13e RDP qui connaissaient la route comme leur poche, qui connaissaient toute la zone, les virages, les montées.
et qui, eux, conduisaient comme Harry Vatanen sur de la glace. Ils étaient très à leur aise. On l'était beaucoup moins derrière. Notre seul but, c'est l'arrestation de Krajišník. Après, que l'on passe des heures à s'insérer de façon inconfortable, on s'en fiche. L'effet majeur, c'est l'arrestation de Krajišník. Et le manège commence pour déposer les commandos petit à petit au cœur de la ville. Et tout ça devait se faire de façon continue, sans même que la population se rende compte que les voitures avaient changé. C'est-à-dire qu'on a même maquillé les voitures pour qu'elles soient rigoureusement identiques, deux par deux. C'est-à-dire qu'une donnait l'impression d'aller dans une route, et à ce moment-là, l'autre revenait dans l'autre sens, chargée. Pour les habitants de Palais, seuls 2 4x4 patrouillent comme à leur habitude. Mais en réalité, plusieurs voitures vont durant 5 heures faire des allers-retours entre Sarajevo et Palais pour déposer tous les commandos. Et lorsqu'ils s'arrêtaient sur un parking de nuit, nous jaillissions par le coffre, on faisait des roulades jusqu'à un fossé, et là on attendait, jusqu'à ce que les 30 personnes soient réunies au même endroit, en discrétion, dans un fossé. On se retrouve tous et puis on sait qu'une fois que, à base de gestuelle, une fois que tout le monde est clair et qu'on est prêt à marcher, très rapidement, tout le monde se met en route pour pas qu'on perde de temps dans le fossé. Petit à petit, les commandos se regroupent et convergent vers leurs différents points de rendez-vous. Ils avancent prudemment à travers ce village endormi. Si leur présence était détectée par les habitants, l'alerte serait immédiatement donnée. Alors pas question que Kra ait encore une chance de leur échapper. Gérard, du 13e RDP, avait été en fait chargé de quitter son poste d'observation près de la maison, en face de la maison, au plus près de la maison, pour venir à notre rencontre et nous aider à passer par les endroits que lui-même avait repérés lors de ses nombreuses infiltrations, pour être sûr qu'on ne ferait aucune indiscrétion. Ensuite, j'ai trouvé tout le commando, là, tapis dans l'ombre. Les gens en casque lourd, gilet pare-balles. C'était ma première mission. Moi, je suis à Hubert, on parle de criminels de guerre et on nous dit allez, c'est parti, d'abord. Donc le challenge il est d'autant plus tripant pour nous, hein, parce qu'on se retrouve dans un village finalement comme tous les autres, il fait nuit, il n'y a pas de lumière, et il faut bien prendre conscience que là on est en train de faire quelque chose de tout à fait particulier. On est partagé entre l'appréhension et la motivation, l'envie d'y aller. Donc il y a des palpitations, hein, on se sent prêt à partir, mais on est plus ou moins stressé, mais c'est du bon stress qu'on arrive à canaliser, à gérer. On se rassure mutuellement, pas en parlant, mais ne serait-ce que par un regard, par des gestes sûrs au sein de l'équipe. On sait que chacun on sera là les uns pour les autres. On a contrôlé que tout le monde était là, que tout le matériel était là également. Et à partir de là, on s'est mis en route pour s'infiltrer en discrétion jusqu'à la maison qui était à environ 2 km. 1h du matin. Les commandos s'approchent peu à peu de la maison. Tous leurs sens sont en éveil. À cette époque, les forces spéciales n'avaient pas les outils technologiques d'aujourd'hui. Ils ne pouvaient compter que sur leur expérience. On traverse vraiment la prairie là, pour quelques petits sous-bois pour aller jusqu'à l'entrée du village, en tout cas au plus près de la maison, pour arriver sur un axe de la maison qui nous intéresse, pour être le plus rapidement possible en place et en restant discret. Comme toute zone de campagne, on a beau essayer d'être discret, on a des chiens qui aboient partout, on est à l'affût de la moindre lumière qui peut s'allumer dans n'importe quelle maison, ferme. C'était une infiltration qui a demandé beaucoup de discrétion, puisqu'on était près des maisons finalement, et qu'il fallait que toute indiscrétion pouvait faire rater l'affaire. Le premier groupe est en place tout autour du hameau. Ces 10 hommes vont s'assurer qu'aucune personne extérieure à l'opération ne s'approche de la zone. Nous avons bloqué pour l'opération tous les accès susceptibles d'amener à la maison de Kra. Et nous avons aussi fait en sorte que s'il y avait une intervention de la police, de l'armée ou d'une milice,
ou de passants, ils ne soient pas en mesure d'empêcher l'arrestation de Kra. Le deuxième cordon de sécurité s'installe autour de la maison de Momcilo Krajisnik. Son rôle, dissuader les habitants voisins de s'interposer à l'arrestation de Kra. Les commandos se positionnent devant chaque fenêtre, chaque porte. La nasse se referme autour de la cible principale. Notre job, c'était bien ça, s'assurer qu'aucun élément extérieur à la maison vienne perturber l'action au contact du groupe spécialisé qui va aller chercher ce criminel de guerre chez lui. Une de nos priorités, c'était maîtriser les effets collatéraux. À cette époque-là, on n'avait pas encore les moyens dont disposent les forces spéciales maintenant. On avait des armements très efficaces, oui, mais avec des lasers qui ne se voyaient pas à l'œil nu. Et donc, ça ne servait à rien pour dissuader un habitant, un curieux, ou même quelqu'un qui voulait venir se défendre M. Krajisnik. Ça ne servait à rien de pointer notre laser en sa direction, parce qu'il ne l'aurait même pas vu. L'artifice qu'on a trouvé, c'était d'acheter des lasers de conférence, les mêmes qui aujourd'hui agitent tous les PowerPoint, pour signifier à la personne dehors que ce n'était pas le moment de venir armé jusqu'à nous. Et visiblement, c'était très dissuasif, parce qu'à chaque fois, le volet se refermait, la porte se fermait, les gens faisaient demi-tour. Et donc, c'était une petite astuce qui ne nous a pas coûté grand-chose et qui nous a permis d'éviter bien des soucis. Maintenant que le piège est refermé, le premier groupe a le champ libre pour s'infiltrer au plus près de la maison. Les commandos avancent avec la plus grande prudence pour ne pas éveiller l'attention de Krajisnik ou celle de ses parents encore endormis dans leur lit. Pour réussir leur coup, l'effet de surprise doit être total. On marche vers la maison, on voit la maison apparaître au bout d'un moment, il y a des lumières qui sont allumées, puis qui s'éteignent. On a des chiens qui commencent à aboyer, comme n'importe quel chien qui aboie de plus en plus quand il sent qu'il y a du monde autour de chez lui. On attend le verre pour tout mettre en place. Un verre qui s'avère être assez long à venir, parce que pour nous, c'est une éternité tout ça. Avant de lancer l'assaut final, Moon, Lolo, Mika et leurs coéquipiers doivent recevoir le feu vert du commandement des opérations spéciales. Les secondes paraissent interminables. Donc on est sous la fenêtre on suppose, de la chambre des parents de Krajisnik. Pour nous, on a l'impression que le moindre bruit c'est un bruit énorme, que chaque seconde est une minute. D'autant qu'on entend ces chiens qui aboient, on sait que dehors, on n'est pas forcément les mieux placés dehors. Mais les gens sont prêts et on n'attend qu'une chose, c'est lâcher les freins pour y aller, quoi. Pour entrer dans la maison, les commandos vont devoir faire sauter la porte. Mais alors qu'ils commencent à poser les charges explosives, au rez-de-chaussée, quelqu'un s'est réveillé. Juste derrière cette porte, on voit une lumière qui éclaire le couloir et on devine une silhouette. On se regarde un peu tous, on stoppe quelques secondes, on fait un point, rien ne se passe. Et puis on continue à poser les fractions. Donc on pose la démolition sur la porte vitrée et on attend le feu vert. À ce moment-là, ils me rendent compte qu'ils sont prêts. Je suis juste à côté, hein, je suis à quelques mètres d'eux. Il n'y a pas besoin de parler. Là, je donne le signal que c'est bon, on peut faire les fractions. À ce moment-là, j'étais juste à côté avec le Pacha. En fait, on a déclenché, d'une certaine manière, le chronomètre. On a donné le top départ, qui correspondait à l'explosion de la porte. On déclenche la démolition. Nos collègues, avec la colonne, se situaient à gauche de la porte. Au plus près de la porte, il y avait un bouclier par balle, et derrière, toute l'équipe. On est très très proche de la porte, on est vraiment très très proche de la porte. La détonation, elle est particulièrement impressionnante. Dans le village, il y a énormément de résonance. La porte, en fait, s'est partiellement rompue, mais comme elle est tenue par de la ferronnerie en son milieu, elle est cassée en son milieu, mais elle n'est pas tombée. Donc, malgré tout, il n'y a quasiment pas de temps mort. À partir du moment où la porte, elle explose, qu'on rentre dans cette maison, là, pour le coup, le timing, on a le chrono qui tourne contre nous. Là, il faut qu'on aille le plus vite du monde.
Les personnels qui étaient censés rester au rez-de-chaussée, puisqu'on envisageait potentiellement que la famille soit en bas et que lui soit en haut, vont faire les autres pièces. Les personnels qui étaient prévus pour aller à l'étage, sans aucune réflexion, de coordination, de discussion avec qui que ce soit, vont à l'étage. Tout était chronométré, tout avait été préparé. Je dirais que c'était une espèce de ballet. Toute cette opération était une espèce de ballet. J'avance, à gauche, on retrouve une pièce où là, il y avait les parents. Donc là, les parents, ils sont dans une situation de stress, mais ils sont pris en charge, on les rassure tant bien que mal, on temporise la situation. Pour éviter tout dommage collatéraux, les parents de Momcilo Krajisnik sont sécurisés dans un coin de la maison. Lolo et Moon, qui pensent que Kra est dans sa chambre à l'étage, peuvent désormais aller le chercher. Je monte, oui, rapidement à l'étage avec mon binôme. Il y a un escalier. En haut de cet escalier, évidemment, un palier avec une porte. On attend que l'ensemble du personnel qui doit être avec nous soit avec nous, puis par le biais de code, à base de main, là, et c'est parti. Moi, je reçois le message comme quoi en avant, on rentre. Et là, on se retrouve face à face, en bout de couloir. Oui, on voit Krajisnik qui est debout en pyjama avec une arme à la main. Il est un peu hagard, debout, avec son arme. Il comprend bien que face à lui, il a une force avec de l'armement. Il comprend très bien qu'il ne va pas utiliser son arme. Krajisnik n'oppose aucune résistance face aux hommes du commando Hubert. On voit un vieux monsieur costaud qui grogne, qui est pas content du tout, avec des mains de maçon, grisonnant, et qui, debout, ne fait rire personne. Des yeux très très clairs, et quand on parle de criminel de guerre et qu'on a ce visage en face de nous, on a plein d'images. On a plein d'images parce que j'étais très content d'avoir fait ce que j'ai fait ce jour-là contre ce type-là. Vraiment. On the ground. Ouais, il s'est retrouvé quand même surpris. On a bien vu dans son regard qu'il ne s'y attendait pas. Mais c'est aussi un effet qu'on recherche. Quand on travaille au sein des forces spéciales, qu'on est entraîné pour agir rapidement et précisément, on cherche à surprendre. Là, je pense que l'effet, il était quand même atteint. Momcilo Krajisnik, hagard, sait que dorénavant, il n'aura plus à se cacher. On se dirige évidemment sur lui, on le sécurise, on lui récupère évidemment son arme, et après on fait toutes nos procédures habituelles, c'est-à-dire on le check, on check son arme. On l'a assis sur le lit, on lui a parlé dans sa langue natale, puisqu'on avait appris tout un ensemble de mots nous, pour parler avec lui et lui expliquer ce qui allait se passer. Et on l'a préparé, on l'a attaché, on lui a mis des chaussures, on l'a habillé. Et ensuite, on a récupéré du matériel qui pouvait servir également de preuve au niveau du tribunal. Classeur, papier, ordinateur, unité centrale, téléphone. Avant d'extraire Kra de la maison, la procédure veut qu'une personne confirme son identité. Le commandant va alors chercher celui qui le connaît le mieux. Une fois que tout le monde a été neutralisé, le Pacha m'a fait appeler pour confirmer l'identité de la cible, qui avait été entre-temps cagoulé. Ils m'ont enlevé la cagoule. Oui, c'est bien lui. Et je vous avoue que quand on lui a retiré la cagoule et que j'ai vu les gros sourcils, que j'étais content. Content pas parce qu'il avait été capturé, content parce que c'était bien lui. Il y a encore beaucoup de choses à faire. La mission ne s'arrête pas là. À l'extérieur de la maison, la tension est à son maximum. Car depuis l'explosion, toute la ville de Palais sait qu'il se passe quelque chose. Le challenge aujourd'hui, c'est de le ramener vivant jusqu'au TPI. On établit, pareil, un dispositif de sécurité pour l'évacuer dans une zone sûre, afin qu'il soit récupéré par un hélicoptère. Au même moment où les commandos sont prêts à exfiltrer Kra de la maison, un hélicoptère décolle de l'aéroport de Sarajevo pour venir le chercher. On demande la validation à tout le monde et notamment de pouvoir sortir Kra pour être sûr qu'en le faisant sortir, il n'allait pas se faire tuer par quelqu'un. Chacun, on est tous reliés par radio.
Donc tout le personnel qui est à l'intérieur de la maison comme à l'extérieur connaît la situation. La personne est récupérée, ça va sortir. Les hommes du 13 arrivent en 4x4 au plus près de la maison pour amener Krajisnik, là où l'hélicoptère va se poser. Pour tous les commandos, pas de temps mort, car tous craignent une réaction violente de la population. L'extraction, la difficulté, on est dans Palais, donc l'inconnu, c'était toujours les abords. Donc on n'est pas à l'abri d'avoir un gars qui sort une arme sol-air au moment du posé de l'hélicoptère. Donc là, on décide de repartir rapidement en convoi véhicule sur une zone qu'on avait considérée comme sécurisée par les éléments. A embarqué avec le Pacha et le médecin, puisque nous devons apporter la preuve que la personne que nous capturons est en bonne santé et qu'elle reste en bonne santé. Donc un médecin reste en permanence avec elle, de même que le commandant, qui est un peu le garant, c'est le témoin de l'arrestation jusqu'à ce qu'on donne la personne arrêtée, en l'occurrence M. Krajisnik dans ce cas-là, au tribunal pénal international. Quand l'hélicoptère décolle de Palais, Momcilo Krajisnik sait qu'il ne rentrera pas chez lui avant longtemps. La personne est menottée, cagoulée, dans l'hélicoptère, à l'arrière de la machine. On n'a pas pris ses pulsations, mais je pense qu'il était assez haut. Quelques minutes plus tard, l'hélicoptère se pose sur l'aéroport de Sarajevo. Une équipe du tribunal pénal international attend Kra pour l'emmener immédiatement à La Haye, en Hollande, pour y être jugé. Et on a accompagné Kra jusqu'à l'aéroport de Sarajevo. Et après, pour moi, voilà, c'était la fin de l'opération. Mais pour le reste du groupe, l'opération ne sera terminée qu'une fois qu'ils seront rentrés. Les lumières s'allument dans le village en entier. Et là, on se dit, qu'est-ce qui va se passer maintenant là? Qu'est-ce qui va se passer dans le village? Est-ce qu'on va être face à une rébellion complète de l'ensemble du village? Et à ce moment-là, on part sur quelque chose de particulièrement compliqué. À ce moment-là, le gros du travail qui restait à faire était de regrouper tout le dispositif, de l'évacuer en véhicule le plus vite possible et de sortir de la zone de Palais sans même que la population ne s'en rende compte et ne puisse pas faire un barrage pour bloquer notre départ. Les hommes du 13 récupèrent un à un tous leurs copains du commando Hubert. Le chemin de retour, il est compliqué parce que tant qu'on n'est pas rentré à la maison, il y a plein de films qui se font dans la tête. On est encore sur le qui-vive quand même parce qu'on vient de passer un moment, en termes de stress, c'est important. On ne sait pas trop hein, quand on rentre, on se dit c'est pas terminé. Ça sera terminé vraiment quand on sera dans l'avion et qu'on sera de retour au pays. Donc il a fallu un petit moment un peu compliqué, c'est-à-dire qu'il fallait repasser du côté serbe-bosniaque, du côté de Sarajevo. Donc là aussi, il fallait qu'on s'assure qu'on ne soit pas pris pour une invasion serbe au petit matin. Donc il nous a fallu un peu plus de temps pour rentrer. Et ouais, effectivement, quand vous rentrez, il y a ce qu'on appelle simplement la satisfaction du boulot accompli. Donc on a ramené tout le monde. Ouais, c'était une belle opération. Arrestation de l'ex-bras droit de Radovan Karadzic par les soldats français de la force internationale stationnée en Bosnie. Momcilo Krajisnik est l'ancien président de l'Assemblée des Serbes de Bosnie. Il a été transféré aussitôt à La Haye où il comparaîtra pour crime contre l'humanité devant le tribunal pénal international. C'était la première fois qu'on arrêtait un criminel de guerre, en tout cas de ce niveau-là, de cette importance-là, et donc c'était une grande satisfaction pour tout le monde. La magie qui nous avait été demandée, c'est-à-dire de téléporter ce criminel de guerre du fin fond de son lit aux gens qui vont l'arrêter,
on y est parvenu. Donc oui, ça c'est une forme de souvenir fondateur dans une carrière. Il se trouve que pour aller dans un pays étranger, sur un site tel qu'il est réputé en termes de dangerosité, pour récupérer un monsieur qui a fait énormément de mal à la population et à l'humanité, eh ben, si on devait parler de fierté, c'est à ce moment-là que j'ai de la fierté, oui. Momčilo Krajisnik, inculpé de 9 chefs d'accusation, dont crimes de guerre et crimes contre l'humanité, sera finalement reconnu coupable en 2009 d'expulsion, transfert forcé et persécution de civils non serbes de Bosnie. Momčilo Krajisnik a été l'une des premières personnes importantes à être arrêtée et traduite en justice. C'était une arrestation délicate. Krajisnik était un des personnages clés de cette politique d'épuration ethnique. Il a causé de nombreuses victimes. Il était l'un des 3 leaders serbes de Bosnie responsables de ces actes en Bosnie-Herzégovine. C'était important de l'arrêter et de le traduire en justice. Bien sûr, nous aurions préféré une sentence plus lourde. Mais vous savez, c'était presque un miracle à cette époque d'arrêter des personnes de ce niveau qui souvent se cachaient. Ça a été très important pour le tribunal, pour la justice et pour la Bosnie de l'arrêter et de le traduire en justice. Finalement, M. Krajisnik va être jugé en 2009 par le TPI. Il va écoper d'une vingtaine d'années de prison. Il a été accusé finalement non pas de génocide, mais de maltraitance avec la population civile et de déportation de population civile. Momčilo Krajisnik sortira finalement de prison en 2013. Il regagnera sa ville de Palais, où il sera accueilli en héros. Radovan Karadzic et le général Mladic seront arrêtés quelques années plus tard et seront condamnés à 40 ans de prison pour l'un et à la prison à perpétuité pour l'autre. Des sentences qui permettront à la Bosnie de faire son deuil et à la région de retrouver la paix.